Sud Radio Auto. Essais croisés. Essais croisés, votre rendez-vous automobile tous les dimanches Sud Radio Auto avec nos partenaires de Mobility TV. Chaque dimanche dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio, on essaye avec vous, pour vous, un véhicule neuf et avec aussi nos trois spécialistes que je vous présente. Mélina Priam, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à l'Autojournal, nous sommes avec Stanislas Laroumet, journaliste automobile indépendant. Bonjour à vous. Bonjour. Et Cédric Fréhour, fondateur de Petites Observations Automobiles et journaliste automobile au journal Les Échos. Aujourd'hui, nous partons en Allemagne, ou plutôt nous restons en France, mais nous roulons allemand puisque nous testons pour vous la Volkswagen ID4. Mélina Priam. Eh bien, la Volkswagen ID4, c'est une voiture électrique déjà, il faut le dire, et uniquement électrique. C'est un peu la version familiale et voire SUV de l'ID3 que l'on commence à beaucoup voir dans les rues, y compris en France. La base est la même, le châssis est le même. Et en fait, là maintenant, Volkswagen prend l'habitude de prendre une base technique commune et de la décliner sous différents styles, sous différents formats. Pour rentabiliser au maximum ces modèles. On a parlé précédemment dans cette émission justement du marché électrique qui était encore dominé par Tesla et par Renault. Est-ce que Volkswagen peut faire son trou, Stanislas ? Je ne sais pas, je pas devin, mais en tout cas ils essayent, ça c'est sûr. Et avec l'ID3, l'ID4, l'ID4 GTX qui va arriver avec 4 roues motrices. Donc oui, non, ils développent une gamme électrique en tout cas, mais comme tous les constructeurs, ils sont un petit peu obligés de passer par là. Alors, on l'a déjà dit, mais je ne sais pas si l'électrique va vraiment décoller. Ça marche de mieux en mieux. Mais pour l'instant, c'est encore les voitures thermiques qui se vendent le plus en Europe. Parce qu'il y a quand même un problème de prix avec ces voitures. Et surtout, un problème de recharge. C'est encore compliqué de recharger sa voiture dans un laps de temps relativement court, en tout cas. Et on n'est pas encore aux 100 000 bornes de recharge qui était l'objectif promis. Ça fait d'ailleurs sourire Cédric Fréhour. Volkswagen, c'est un constructeur considérable. C'est quasiment, au XXe siècle, c'était un des plus gros joueurs. Aujourd'hui, il y a eu Tesla, qui a mis un coup de pied dans la fourmilière de manière formidable. La Model 3, c'est devenu une hit car. Tout le monde court après. Et l'ID4 comme l'ID3, ça a été la réplique qu'on attendait des constructeurs allemands et notamment de Volkswagen. Et c'est pas leur faire offense que de dire qu'on s'aperçoit qu'en fait, ils sont encore dans la roue de Tesla. Et on espérait avoir une autonomie notamment importante, parce que la bataille, elle se gagne aussi sur l'autonomie. Oui. Et l'autonomie de l'ID4 n'est pas au rendez-vous pour vous mais c'est comme la plupart de tous les constructeurs qui, en ce moment, essaient d'emboîter le pas derrière une Model 3 et qui butent à 400, 450, 500. Et en vrai de vrai, sur autoroute, à partir de 300 km, on se dit où est-ce qu'il y a une borne Ionity, donc les superchargeurs pour tout le monde. Et on commence Comparons à avoir un autre véhicule qu'on connaît bien en France aussi, qui est la Renault Zoé, qui est partie dans les premiers. Si je dois la comparer à la Volkswagen ID4, difficile aussi. Alors, d'abord, ce sont deux carrosseries différentes, mais globalement, en termes de performance, on n'est pas époustouflé si on s'en tient simplement à l'autonomie. Par l'autonomie de l'ID4. Ça ne veut pas dire que ce soit une mauvaise voiture. Elle est dans le peloton en fait de tout ce que les constructeurs automobiles hors Tesla sont capables de proposer. L'ID4 aussi, elle est pas désagréable à vivre. Hein. C'est bien construit. Non mais vraiment, je le dis quand. J'adore vos compliments. Vous n'êtes pas désagréable à vivre. Non mais on est bien quand on rentre dedans. Hein. Il y a les écrans qu'il faut. On se perd pas dans de multiples boutons. On sent qu'ils ont réfléchi leur truc, qu'ils y ont mis du cœur à l'ouvrage. C'est une vraie Volkswagen. Mais effectivement, quand on a un aussi bon élève que Tesla, on peut pas s'empêcher que Volkswagen tout à coup de comparer. Et on attendait ça. On se dit mais on attend la même chose de Porsche, de Mercedes aussi, alors eux, ils vont très fort, ont pris de cœur par les cornes. Ils ont annoncé au CES de Las Vegas une voiture qui allait atteindre 1000 km d'autonomie. Il y a une course effrénée en ce moment. D'ailleurs, ce qui fait dire, pardonnez-moi la digression, mais à ceux qui parient sur l'hydrogène, comme les batteries vont arriver, les batteries au graphène notamment en Chine, les batteries sèches, qui promettent 1000-1500 km, je ne vois pas ce que l'hydrogène va pouvoir apporter. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est vrai qu'on sera amené à y revenir, vous avez tout à fait raison. Et ce serait bien que justement les constructeurs allemands, mais en fait, ce message s'adresse à toute l'industrie automobile, la bataille de l'autonomie. Quand on propose 1000 bornes d'un coup, ça rassure tout le monde. Si en plus on a un prix sympa et que la voiture est agréable à conduire, on peut emporter le marché. Volkswagen, là, pousse pour y arriver. Voilà. Un jour peut-être, mais en tout cas avec la ID4, on en est loin des 1000 bornes. Mélina ? On est loin des 1000 km, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà de l'autonomie, la force de Tesla, c'est d'avoir conçu
son propre réseau de recharge et qui lui reste exclusif. C'est pas le cas de Volkswagen. En fait, Tesla a pris le problème au global, ne fait pas qu'une voiture, ils font une voiture, un écosystème. Et aujourd'hui, même si les autres constructeurs, les constructeurs dits traditionnels, se regroupent pour créer des réseaux, et notamment le réseau Ionity, eh bien, ils sont dépendants de ce réseau. Donc, une ID4, en termes d'autonomie, elle n'est pas moins bonne qu'une autre. Elle n'atteint pas une Tesla, une Model 3, mais ce n'est pas tout à fait deux autos comparables non plus. Mais surtout, il n'y a pas le réseau de Tesla. Et donc, quand vous devez chercher une borne, et notamment une borne rapide, eh bien, c'est plus compliqué, vous êtes moins rassuré, c'est plus difficile. Donc, vous arrivez, il faut s'être abonné au système de recharge. C'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, chacun a un peu ses prix aussi. Je suis l'acheteur que cible, que cherche Volkswagen. Qui suis-je ? Qui suis-je, celui qui est promis à la Volkswagen ID4 ? Parce que si je vous entends, j'ai du mal à penser que quelqu'un pourrait correspondre à cette voiture. Déjà, il faut avoir un petit peu de moyens, parce qu'une voiture électrique, par définition, par la technologie embarquée, par le prix des batteries, c'est toujours plus cher qu'une thermique. Par définition. Par définition. Là, l'ID4, alors je vais vous donner les tarifs puisque je les ai, elle commence à 41 500 € pour la version avec la petite batterie de 52 kWh qui, normalement, doit faire 340 km d'autonomie. Alors moi, j'ai essayé la grosse version, la 77 kWh, qui vaut 55 950 €, donc c'est quand même déjà des montants assez importants, et j'ai réussi à faire, alors on tombe pas en panne sèche parce qu'on va pas chercher un bidon d'essence avec un copain qui va vous chercher avec sa mobilette, non, ça ne marche pas. J'ai réussi à faire 330 km avec la batterie, il devait m'en rester à peu près 40. Et vous avez trouvé facilement la borne ou pas ? Non, je l'ai rendu comme ça, vide. mais j'ai fait que du périurbain. C'est-à-dire que j'ai fait de la ville, du périph', j'ai pris un peu l'autoroute, mais en sens où rouler très vite. L'électrique, c'est pas fait pour faire des grands trajets à 130 km/h. On fait pas Toulouse-Bordeaux en électrique. À la rigueur, Toulouse-Bordeaux, si, mais on fait pas Paris-Bordeaux en électrique. Ça, c'est clair. Si, on le fait, mais on s'arrête au moins une fois. C'est ça. Au moins une fois. Et lorsqu'on s'arrête une fois ou deux, pendant combien de temps ? C'est minimum. Si c'est une borne rapide, ça peut être 30-40 minutes. Voilà, sauf qu'il n'y en a pas beaucoup, justement. Il n'y en a pas beaucoup s'il n'y a personne, parce que s'il y a quelqu'un qui occupe la borne, eh ben, vous faites la queue, et là, ça prend plus de temps que lorsque vous faites la queue à la pompe, parce que c'est pas 5 minutes pour faire son plein, c'est 3/4 d'heure, on va dire. Donc voilà, ouvrez une chaîne de restaurants sur l'autoroute avec des bornes rapides, c'est le meilleur modèle économique possible. Mettez déjà un haut vent, c'est-à-dire que les bornes, quand on arrive, s'il pleut, c'est pas comme vous arrivez presque chez Total par hasard avec la belle station, la pompe à essence et tout ça, vous êtes bien protégé. Là, vous arrivez, c'est souvent un peu derrière. Les cartes, elles marchent quand elles veulent bien marcher, donc boum. Par chance, ça fonctionne, et hop, il se met à pleuvoir. Je peux vous dire qu'il vous reste une demi-heure. Vous avez intérêt à faire jouer les enfants et à avoir des blagues dans la voiture. Absolument, il va falloir vous occuper. Quelle performance pour cette Volkswagen ID4, Stanislas ? C'est relativement performant, puisqu'il y a un moteur... Moi, j'ai essayé la version 204 chevaux. Donc de toute façon, les voitures électriques, elles marchent toutes relativement bien. Oui. Il y a du couple à barrer, enfin pas régime. Dès le départ, c'est évidemment silencieux, ça accélère fort, ça fait pas un bruit. Enfin, ça, c'est commun à toutes les voitures électriques. Je trouvais que l'ID4 et comme le disait Cédric, donc elle remplit le cahier des charges. Oui, ils ont bien. Alors moi je trouve que c'est surtout hyper habitable. Il y a beaucoup de place à l'intérieur et ça c'est très appréciable. Après c'est une grosse voiture quand même, 4,58 m. Pour donner un ordre d'idée, c'est exactement au centimètre près la taille de l'ancienne Peugeot 308 SW. Oui. Voilà. Donc ça rappelle quand même des souvenirs. Cédric. Pour ceux qui hésitent, elle a en fait des sœurs jumelles dans le groupe Volkswagen, notamment chez Skoda, il y a l'Enyaq, qui est moins cher et qui est étonnamment presque mieux dessiné, plus sympa dans son design, dans son format, dans sa qualité d'habitacle. Regardez le Skoda. Voilà. Chez Cupra, il y a aussi le Born qui partage la même plateforme. Bref, en fait, ces sœurs jumelles sont presque ses meilleurs ennemis. Vous préférez les jumelles, en fin de compte, Mélina ? Presque. Non, pas forcément. Moi, à la limite, je préfère autant une ID3.
qui va être un petit peu plus petite, mais qui n'a pas le côté SUV et qui a les mêmes performances. Parce qu'effectivement, Stanislas disait, les voitures électriques, ça plaît parce que c'est assez sensationnel. À l'accélération, vous avez ce petit côté un peu... Pour tous les modèles. Ça, tous les modèles, mais c'est vrai que voilà, vous êtes scotché. Et le silence. Après, une fois qu'on est lancé, les relances peuvent être plus poussives selon les versions. Mais non, moi je trouve que l'ID4 n'apporte pas beaucoup plus que l'ID3. Voilà, mais c'est vrai que c'est une grosse voiture. C'est une routière. Enfin, dans sa dimension, c'est une routière, sauf que on en revient à l'autonomie avec 350 km. C'est encore la quadrature du cercle, en tout cas. Merci à tous les trois, Mélina Priam, Stanislas Laroumé et Cédric Fréhour. Tiens, vous parlez des véhicules qui étaient quand même assez chers, surtout dans l'électrique. On va parler du mode d'achat, puisque aujourd'hui, un véhicule sur deux, une nouvelle immatriculation sur deux est en leasing. Elle est louée, alors que c'était 1 sur 10 il y a 10 ans. Pourquoi cette tendance? On en parle avec notre invité dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio Auto, Essais croisés. Essais croisés, votre rendez-vous automobile tous les dimanches dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Aujourd'hui, nous parlons de vos tendances, vos habitudes de consommation, vous qui nous écoutez sur Sud Radio et qui achetez ou qui louez une voiture, justement. Parce qu'il y a 10 ans, une voiture sur 10 était achetée en leasing, était prise en leasing, était louée. Donc aujourd'hui, c'est près d'une voiture sur 2 dans les nouvelles immatriculations. Pour en parler, Flavien Neuvy, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur de l'Observatoire CTLM. Je le disais, il y a 10 ans, une voiture sur 10 en leasing. Aujourd'hui, une voiture sur 2. Comment on explique une telle progression ? Il y a plusieurs éléments. D'abord, c'était une évolution que personne n'avait réellement anticipée, parce que l'idée qu'un automobiliste soit simple locataire de sa voiture, c'est une idée qui paraissait complètement folle, tant nous étions attachés à la propriété même du véhicule. Et en fait, au fil du temps, les mentalités ont évolué, la relation à la voiture a évolué, et puis aussi les constructeurs, les concessionnaires ont, j'ai envie de dire, proposé beaucoup plus de locations parce que pour eux, c'est plus intéressant, ou en tout cas, il y a une fidélité des clients qui est plus forte. Et puis pour les clients, ça répond aussi à un certain nombre de demandes, notamment de toujours rouler dans une voiture bien entretenue, en bon état et dans des véhicules qui sont très récents. Donc l'un et l'autre ont fait qu'effectivement, aujourd'hui, notamment la location avec option d'achat, est devenu majoritaire dans les financements automobiles. Alors justement, tiens, on va faire le point sur les différentes possibilités qui s'offrent aux conducteurs. Location avec option d'achat, concrètement, ça fonctionne comment ? Je la loue combien de temps et ensuite, qu'est-ce qui se passe et à combien je l'achète en proportion ? Alors, vous allez aller dans une concession et donc le concessionnaire va vous proposer en général une location avec option d'achat. Donc, il va vous proposer plusieurs durées. Ça peut être 24 mois, 36 mois, 48 mois. Ça, c'est en fonction de ce que vous souhaitez faire en termes de loyer, combien vous pouvez mettre tous les mois dans votre voiture. Et il va déterminer en fonction de la durée que vous allez choisir ce qu'on appelle une valeur résiduelle. C'est-à-dire que si vous partez sur 36 mois, il va vous dire dans 36 mois, votre véhicule vaudra tant. Alors imaginons que ce soit 10 000 euros. Et donc, il va calculer le loyer sur le montant du prix de vente de la voiture, moins les 10 000 euros de la valeur résiduelle du véhicule au bout de 36 mois. Et au bout de 36 mois, une fois que vous avez fini votre contrat, vous avez deux solutions. Soit vous achetez votre véhicule et vous en devenez pleinement propriétaire en levant cette option d'achat, en quelque sorte, pour 10 000 euros, soit vous vendez la voiture au concessionnaire et vous repartez avec un nouveau véhicule et un nouveau contrat de location. Quel est l'avantage pour le conducteur ? Alors, pour le conducteur, il y a plusieurs avantages, plusieurs intérêts. Le premier, c'est que vous avez en général des offres de location qui sont tout compris, c'est-à-dire que l'entretien est compris dedans et donc votre budget voiture est complètement maîtrisé. Dans votre loyer, vous n'avez pas de mauvaise surprise. C'est un budget qui est complètement maîtrisé et prévisible. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que ce sont souvent des gens qui roulent beaucoup et qui ont envie d'avoir des véhicules récents. C'est-à-dire que tous les 3 ans, en fait, vous repartez au volant d'un véhicule neuf, dernière génération. Et puis, le dernier avantage quand même, c'est que la location avec option d'achat, comme le loyer est calculé non pas sur le prix total de la voiture, mais le prix total moins la valeur résiduelle, les loyers sont moins élevés. C'est-à-dire qu'en gros, pour une mensualité donnée ou un loyer donné, vous pouvez avoir des véhicules qui sont un peu plus haut de gamme. Donc, ça vous permet d'upgrader, je ne sais pas comment le dire, d'avoir un véhicule un peu plus haut de gamme. De rouler un petit peu au-dessus de mes moyens théoriques si j'avais voulu l'acheter comptant dès le début. On va essayer de comparer avec vous les possibilités qui s'offrent à moi. Flavien Neuvy, je le rappelle, vous êtes économiste et directeur de l'Observatoire CTLM. Si je devais m'endetter, prendre un crédit pour acheter comptant une voiture, est-ce que ça me coûterait plus cher par mois que de la louer ? En fait, c'est pas la même chose, c'est difficilement comparable. Si c'est difficile ? Oui, ça vous coûterait plus cher parce que vous allez faire un crédit sur la totalité du prix du véhicule.
Et c'est pas du tout comparable. En fait, quand Exactement. vous dites c'est rouler au-dessus de ses moyens, non, c'est pas tout à fait le cas. C'est simplement que c'est un mode de financement qui est différent, qui n'est pas adapté à tous les automobilistes. Je le dis. C'est-à-dire que les automobilistes qui roulent beaucoup et qui aiment bien avoir une voiture neuve tout le temps au volant, c'est adapté pour eux. Mais par contre, quelqu'un qui va acheter sa voiture une fois pour toutes et qui va la garder 10 ans, il ne faut pas qu'il parte avec une location avec option d'achat. Donc en fait, c'est vraiment en fonction de ses besoins et de sa pratique de mobilité. Voilà, il ne faut pas dire que la LOA est bonne pour tout le monde, ce n'est pas vrai. Et le crédit, le financement classique, si je puis dire, il n'est pas forcément adapté pour tout le monde. Donc c'est vraiment en fonction des situations. En fonction aussi de la sensibilité de chaque acquéreur, par exemple. Alors, question qu'on pourrait se poser dans ce cas-là, à qui ça s'adresse aujourd'hui dans ce qu'on regarde sur le marché, par exemple? Quel type de conducteur est plus enclin à opter pour le leasing? Ce sont plutôt des gens qui roulent beaucoup, encore une fois, qui ont envie de changer régulièrement de voiture. Il y a des automobilistes qui même quand il n'y avait pas la location avec option d'achat développée, changeaient de voiture tous les 3 ans. Et à chaque fois, ils refaisaient un crédit total et à chaque fois, ils repartaient avec une mensualité relativement élevée. Là, quand vous êtes un gros rouleur parce que vous avez un métier qui vous fait faire beaucoup de kilomètres, vous êtes un commercial, vous êtes une infirmière libérale, et donc votre voiture, c'est votre outil de travail. Le fait d'avoir un budget complètement maîtrisé et de se dire, quoi qu'il arrive, globalement, c'est compris dans mon loyer, c'est extrêmement sécurisant et vous roulez toujours dans une voiture en bon état et récente. Donc, c'est parfaitement adapté. Mais encore une fois, quelqu'un qui va faire, allez, on va dire 7-8 000 km par an et qui va garder son véhicule 7-8 ans, lui, il n'a pas intérêt à faire une LOA. Il vaut mieux qu'il en soit pleinement propriétaire parce qu'après, ça lui coûtera moins cher. Et ça paraît absolument logique. Aujourd'hui, c'est un véhicule sur 2. Est-ce que le leasing va devenir majoritaire? Est-ce qu'il peut devenir majoritaire? C'est difficile de répondre à cette question. Franchement, vous m'auriez posé la question il y a 10 ans. Vous y auriez cru? Non, franchement, non. Non, je le dis très sincèrement, je n'aurais pas cru que ça puisse prendre une telle place. Donc, je me garderais bien de faire des pronostics. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que d'une façon générale, que ce soit une offre de location ou un crédit classique, le financement automobile est absolument stratégique et incontournable pour l'industrie automobile. Globalement, on estime qu'il y a à peu près les 2/3 des voitures neuves en France qui sont vendues avec un financement, que ce soit un crédit classique ou une offre de location, et que s'il n'y avait pas ces moyens financiers-là, le marché de l'automobile s'effondrerait purement et simplement. Donc voilà, il faut simplement faire attention à son endettement, faire en sorte que son budget mensuel, son loyer ou son crédit, peu importe, rentre bien dans son budget pour ne pas se mettre en difficulté tous les mois. Donc il faut vraiment faire attention et faire le bon calcul. Il faut bien calculer. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir pris la parole sur Sud Radio, Flavien Neuvy, dans le Grand Matin Week-end. Je rappelle que vous êtes économiste et directeur de l'Observatoire CTLM. Et on vous retrouvera d'ailleurs dimanche prochain dans Sud Radio Auto. Essais croisés. Merci beaucoup.